Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente vidéo que je vous avais tournée qui portait sur l'engourdissement émotionnel et sur la dissociation. Alors dans cette vidéo, je vais aborder comment vous pouvez traiter cet engourdissement émotionnel. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous des pistes, puisque comme je vous l'ai déjà évoqué précédemment lors de la précédente vidéo, pour traiter un engourdissement émotionnel, c'est vraiment un processus qui s'est mis en place sur le long terme, un processus de défense, de protection de votre organisme. Et pour faire cela, il faut faire un travail à long terme et surtout un travail accompagné par un professionnel. L'idéal, c'est bien sûr de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît bien ce processus et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, comment traiter ces phénomènes-là et surtout dans quel piège ne pas tomber pour pouvoir s'aider et s'accompagner pour traiter cette problématique. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je vous le rappelle, c'est vraiment un mécanisme de protection qui s'est mis en place dans votre corps pour vous protéger initialement. C'est un mécanisme qui n'est pas pathologique initialement, mais qui devient pathologique, entre guillemets, pour les gens qui le vivent de manière très forte, à force de se répéter dans cette situation qui ne serait pas adaptée, des situations où vous n'avez pas à être protégé, des situations où le corps n'a pas à se mettre ainsi en mode freeze, en mode immobilisation, en mode défense. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait quand on vit ces phénomènes-là? Ces phénomènes où, comme je vous l'ai expliqué, on se sent vide, on ne ressent plus d'émotion, pas forcément de tristesse, mais on ressent juste un grand vide, on sent une déconnexion totale de ces sensations, c'est comme si la vie n'avait plus de goût, plus de saveur. Alors souvent, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va penser à la dépression. Souvent, c'est des choses qui vont être peut-être confirmées par votre médecin traitant, parce que la première chose, on va aller en parler à son médecin, qui va nous envoyer peut-être sur un psychothérapeute, psychologue, plus probablement sur un psychiatre, qui va peut-être poser un diagnostic de dépression. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, la dépression et la dissociation sont vraiment deux choses différentes. Ça ne veut pas dire que si vous avez des états dissociatifs, si vous avez un engourdissement émotionnel très fort, vous ne pouvez pas souffrir d'une dépression sévère. C'est vraiment quelque chose de spécifique à chacun et c'est quelque chose qui demande à être envisagé auprès d'un professionnel. Mais je tiens vraiment à vous alerter sur le fait que vous pouvez très bien vivre ces phénomènes sans être du tout dépressif, même si vous vous sentez complètement vide. Donc en soi, aller parler à un professionnel, c'est vraiment le premier réflexe, et c'est un réflexe qui est un bon réflexe. Par contre, là où je voudrais vous alerter entre guillemets, c'est que malheureusement, à ce jour, il y a encore beaucoup de professionnels qui ne sont pas au fait de ce qui se passe réellement au niveau traumatique, au niveau du traumatisme, au niveau du corps, au niveau qui ne sont pas au fait de toutes les dernières études en neurosciences sur ce qui se passe dans votre cerveau lors de ces phénomènes d'engourdissement et lors de ces phénomènes de dissociation. Parce qu'en France, et ça je pense que je l'aborderai dans plein d'autres vidéos, donc je fais ma pub, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie que je parle plus de ces sujets et à me le dire. J'aborderai avec vous un petit peu les différents courants qu'on rencontre en France au niveau psychothérapie. Mais il est vrai qu'en France, on est encore, d'ailleurs on est le seul pays dans le monde à être aussi marqué par le sceau de la psychanalyse. Dans cette situation, la psychanalyse est totalement inadaptée, voire complètement inappropriée et peut être quelque chose de très négatif et qui autant entretient le problème. Alors pourquoi ? Parce que quand vous vivez des événements comme l'engourdissement émotionnel, ce que je vous avais parlé la dernière fois, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Soit c'est un déclencheur externe qui va déclencher ces mécanismes-là dont vous n'avez pas forcément conscience, soit un mécanisme interne, des mécanismes qui seraient liés, des déclencheurs qui seraient liés peut-être à un événement traumatique. Après, je vous avais expliqué aussi que quand on vit avec une maladie chronique, on peut finalement être déclenché par des choses qui n'ont rien à voir, puisque le déclenchement va plus venir d'une incapacité de votre système nerveux à finalement processer la moindre stimulation parce qu'il est complètement dépassé. Mais là, je vais revenir aux gens qui ont peut-être un passé, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu des choses traumatiques et qui peuvent être déclenchés comme ça par différents événements. Le souci, c'est quand vous allez parler, faire une thérapie que j'appelle parler, qu'elle soit une thérapie liée à la psychanalyse ou autre, toutes les autres thérapies parlées peuvent être des très bonnes thérapies pour certaines problématiques. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que si vous racontez cet événement, vous allez vous redéclencher. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, où plus vous allez discuter avec votre thérapeute, plus vous allez réaborder l'événement
sans avoir les outils pour le gérer, le processer, plus vous allez vous dissocier. Et c'est comme ça qu'on voit certaines personnes qui vont de plus en plus mal, malgré un suivi psychologique. Donc vous allez me dire, mais dans ce cas-là, que faire? Première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs thérapeutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire une première consultation, même par téléphone, à demander à la personne quelle thérapie elle utilise, quelle est son approche, quelle est sa formation. Je veux dire, en tant que tel, vous êtes certes un patient, mais vous êtes aussi un client. Et à ce moment-là, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Et si vous voyez que la personne n'est pas du tout au fait de ce qui se passe au niveau traumatique, en lui demandant finalement comment elle va traiter cet engourdissement émotionnel si vous expliquez que c'est ce que vous vivez, à ce moment-là, soit vous pouvez faire un premier entretien, voir si ça passe ou pas, voir si ça peut vous aider, mais j'allais vous dire, si vous allez voir une fois, deux fois un thérapeute et que vous vous sentez plus mal en sortant qu'en rentrant, à ce moment-là, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors ça peut être un parcours très long et ça pareil, je l'aborderai dans d'autres vidéos sur comment choisir son thérapeute. Mais c'est vraiment très important de trouver quelqu'un qui est au fait de ce qui se passe dans le corps. Parce que, venons-en au sujet, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour sortir de cet engourdissement émotionnel? Il va falloir réapprendre à être avec vos sensations. Mais il va falloir réapprendre à être avec vos sensations en étant en sécurité. C'est-à-dire que c'est un travail sur le long terme, comme je l'ai dit, et c'est un travail tout en douceur. Et pour cela, les thérapeutes qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine vont avoir des outils à vous proposer pour petit à petit processer, gérer toute cette charge, on va dire, d'activation, cette charge émotionnelle. Pour le coup, vous allez dire émotionnelle, oui, mais elle me parle d'engourdissement émotionnel. Mais si vous êtes engourdi émotionnellement, c'est qu'il y a une charge émotionnelle qui est tellement forte que votre corps l'a mis en sommeil parce qu'il ne peut pas la gérer. Donc le travail du thérapeute, ça va être petit à petit de faire remonter cette charge, de vous faire reprendre contact avec votre corps, que ce soit dans les sensations positives, dans les sensations négatives, entre guillemets, j'aime pas qu'on scinde les deux, avec vos sensations tout simplement, tout en vous sentant en sécurité. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir un thérapeute avec qui vous vous sentez à l'aise. Et ça ne s'explique pas. Alors je vois moi dans mon parcours professionnel, il y a des gens qui choisissaient de travailler avec moi parce que à l'époque, j'ai un peu vieilli depuis, mais j'étais jeune et qui considéraient que j'étais plus dynamique. D'autres qui au contraire finalement après un premier rendez-vous n'avaient pas envie de travailler avec moi parce qu'ils préféraient quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience et qui préféraient une personne plus mûre avec plus d'expérience professionnelle. D'autres personnes allaient vouloir travailler avec moi et étaient plus à l'aise avec une femme. D'autres personnes sont plus à l'aise avec un homme et ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que pour le coup, quand vous allez rencontrer pour la première fois votre thérapeute, il va falloir que vous jugiez finalement si vous vous sentez à l'aise ou non avec cette personne, si vous vous sentez ou non en confiance avec cette personne. Pourquoi c'est important ce premier prérequis? Parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, de toute façon à un moment donné, même si c'est un processus complètement inconscient, même si consciemment vous vous dites mais c'est ridicule, je sais que cette personne est compétente, elle a les diplômes, je sais qu'elle a aidé par exemple un ami à moi, mais si vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette personne, à ce moment-là, vous ne pourrez pas faire le travail pour réaccéder à vos sensations parce que votre corps restera bloqué dans ce mode défense. De la même manière, ça peut être des choses très bêtes, mais ça peut être le lieu du cabinet, ça peut être l'endroit où comment est agencé le cabinet. En fait, tout ce qui va faire que vous ne vous sentez pas en sécurité dans le lieu ou avec la personne va empêcher ce travail d'être fait, puisque vous allez de toute façon avoir des défenses inconscientes qui vont se mettre en place, puisque votre corps va sentir, parce qu'on avait déjà discuté la dernière fois, la neuroception, que dans l'événement il y a quelque chose d'insécurisant. Et même si rationnellement vous vous dites que non, il n'y a aucune raison de ne pas être en sécurité ici, c'est de toute façon votre corps qui va primer, vos sensations corporelles qui vont primer, votre vieux cerveau qui va primer et qui va maintenir ce phénomène d'engourdissement. Donc faites-vous confiance et faites confiance à vos sensations corporelles pour le coup pour choisir le thérapeute. Deuxième chose, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, trouvez quelqu'un qui a déjà une connaissance et une expérience dans ce domaine. C'est très important que ça soit quelqu'un qui ait soit déjà travaillé avec des personnes avec un passé traumatique, soit qui ait travaillé, si vous avez des soucis de santé chronique, qui connaissent vraiment les problématiques rencontrées par les gens qui vivent avec des soucis de santé chronique. Donc plus concrètement, qu'est-ce qui va se passer, comment traiter cet engourdissement? Comme je vous dis, ça va être un travail qui ne peut être un travail sur du court terme, c'est vraiment un travail qui va être sur du plus long terme.
Ça ne veut pas dire que ça va forcément vous prendre des années, mais en tout cas ça vous prendra plusieurs mois au minimum, parce que l'idée ça va être de pouvoir réaccéder par un travail de pleine conscience à vos sensations corporelles et de pouvoir les traiter petit à petit. Et pour cela, il va falloir que le thérapeute, la personne qui vous accompagne, déjà vous fasse vous ressentir en sécurité, comme je vous ai dit précédemment, mais surtout vous permette d'avoir des outils, vous donne des outils pour réaccéder à votre corps en toute sécurité. Alors là, pour le coup, chaque psychologue, chaque psychothérapeute aura des outils différents en fonction de sa formation. Comme je vous dis, ce qui est important, c'est la personne que vous avez en face et c'est sa capacité à vous garder présente, à vous donner des outils, à avoir une interaction, on appelle ça une co-régulation avec vous, pour vous garder présent en ressentant des sensations qui sont difficiles. Parce que si votre corps met finalement, on va dire, un couvercle sur toutes ces sensations en vous déconnectant de tout ça, c'est parce qu'il considère que vous n'êtes pas, qu'il n'est pas en capacité de le gérer. Donc petit à petit, avec un travail, on va apprendre à réaccéder à toutes ces sensations en se sentant en sécurité, c'est-à-dire en n'ayant plus peur. Et au fur et à mesure qu'on va faire cela, ça va permettre de réguler votre système nerveux de manière plus adaptée et plus vous allez avancer dans la thérapie, moins vous ressentirez ces états de dissociation ou d'engourdissement émotionnel. Voilà, donc là je voulais vraiment vous faire une vidéo très synthétique pour vous donner quelques pistes, mais vraiment je voulais que vous reteniez deux choses et deux erreurs qu'on commet souvent. C'est que c'est pas en parlant que vous irez forcément mieux et que ce n'est pas en fouillant dans votre passé que vous irez forcément mieux. Ça peut être vraiment la deuxième étape. Une fois que vous avez appris à vous reconnecter à vos sensations, là il est intéressant de faire un travail, on va dire, plus cognitif pour pouvoir finalement réaccéder à toutes nos cognitions, toutes nos pensées, toutes nos croyances, notre passé, comment on s'est construit, vraiment comprendre ce qui se passe. Mais la première chose, c'est vraiment de pouvoir être de nouveau à votre corps pour désactiver ce mécanisme de protection qui se met en place. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, il est tout à fait possible que vous viviez une dépression et que ce soit un des symptômes de la dépression. À ce moment-là, en effet, pour certains, le fait de prendre des médications peut vous être utile. Par contre, je tenais quand même à vous alerter sur le fait qu'une médication, un antidépresseur, un anxiolytique en fonction de ce que vous vivez, enfin pour le coup ça sera sûrement plus un antidépresseur, va vous permettre finalement de modifier votre chimie cérébrale, ce qui peut vous permettre d'aller mieux, et c'est l'objectif des antidépresseurs, mais sur le long terme, si vous ne mettez pas en place un travail pour pouvoir réaccéder à votre corps en toute sécurité, de toute façon, dès lors où vous allez arrêter votre médication, il se peut que vous ressentiez de nouveau ces sensations-là. Faire l'impasse sur le travail sur le corps, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une erreur et c'est quelque chose qui est très répandu en France où on ne traite les gens qu'avec la cognition et en étant déconnecté du corps. Et ce mécanisme-là est vraiment un mécanisme qui est un mécanisme à la base, on va dire corporel, puisqu'il est vraiment médié par la plus vieille partie de notre cerveau qui se situe dans le tronc cérébral et par tout notre système nerveux autonome qui va être finalement, qui va irriguer tout notre corps, puisqu'avec tous les nerfs sensoriels, le corps va vraiment jouer un rôle primordial dans cette situation. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous en apprendre un petit peu plus. Bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en message privé comme d'habitude. S'il y a des points que vous souhaitez aborder plus précisément, j'y répondrai si c'est dans mon domaine de compétences. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et profitez de votre déconfinement pour faire ce qui vous fait du bien.